Ce livre est important, est un grand livre, d'abord par la finesse du trait, mais pour d'autres raisons. La première raison, c'est que il n'y a pas dans cette évocation de l'adolescence, et il y a des glissements, il y a des passages, il y a des vérités successives qui adviennent, mais il n'y a pas de hiérarchisation. C'est-à-dire que l'amitié amoureuse entre le jeune Léniaud et Fermina n'est pas une ébauche encore imparfaite de l'amour plus charnel entre le beau Santos et la même Fermina. Et de même, les élans mystiques de Fermina ont leur vérité et ne sont pas en quelque sorte disqualifiés parce qu'ils se transforment en un amour fervent pour le beau Santos. Donc ce qui est montré par Valéry Larbaud, c'est que l'adolescence brille de mille feux qui s'éteignent tour à tour, mais qui possèdent tous leur propre clarté, à nul autre incomparable. Deuxième élément qui fait la grandeur de ce livre, Valéry Larbaud a refusé de faire de l'adolescence une étape menant à ce beau fruit mûr, l'adulte. Il la maintient dans sa force et cela se fait par la question de la mort. On s'aperçoit à la fin du livre, quand on va jusqu'au bout, ce qui est facile, parce que c'est un bon livre, on s'aperçoit que le narrateur, il est censé être un des condisciples de Santos, de Léniaud, etc. Et il revient devant ce collège qui est maintenant fermé depuis 15 ans. Il y a donc cette idée que les grilles se sont refermées. Les grilles se sont refermées d'une part, ce qui signifie que nous sommes séparés de l'adolescence en tant qu'adultes par un mur infranchissable, et ceux qui veulent revenir sur cette distance s'exposent, prennent des risques, comme le docteur Aschenbach dans Mort à Venise. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on apprend ce que sont devenus les différents personnages. Le beau Santos n'est plus avec Fermina, il a épousé une Allemande, et le Giovanni Léniaud, eh bien, il est mort d'une épidémie 4 mois après son incorporation. Donc, il est mort. Et la grandeur de Larbaud a été de faire mourir le jeune Léniaud, car cette mort était nécessaire. Elle était nécessaire parce que le jeune Giovanni a vécu sous leur forme pure, et que la vie ne peut égaler l'amour, l'ambition et la soif de reconnaissance, de sorte que cette mort était en quelque sorte nécessaire. Je crois que ce sont des thèmes qui peuvent consonner avec certaines intuitions de René Scherrer, et c'est pour cette raison et à titre d'hommage que je voulais évoquer ce livre de Valéry Larbaud. Merci. Bien donc, merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le temps, comme on dit, puisque le temps était largement ouvert, donc c'était parfait. Je vais juste ponctuer de 2-3 mots ce que tu as dit pour aussi ponctuer les choses et commencer à engager quelques échanges, quoi. En te remerciant d'avoir réintroduit, je veux dire, dans un premier moment, je veux dire, tout ce qu'il y a d'atypique dans le travail de René Scherrer, malgré tout, dans les grands enjeux de la philosophie, quoi. Je veux dire, je crois que c'est peut-être une des choses qu'on peut essayer quand même de faire encore ce matin, quoi. Et en particulier de nous rappeler donc que Scherrer, lui aussi, a fait partie de ce mouvement qui a caractérisé la phénoménologie française d'être une phénoménologie de la question d'autrui, quoi, qui est une véritable caractéristique, je veux dire, de ce qui s'est passé, et peut-être dans la suite d'ailleurs du fait que les méditations cartésiennes avaient été, si j'ai le bon souvenir, je veux dire, une conférence prononcée à la Sorbonne. Et je te remercie aussi, toujours pour continuer à ponctuer, d'avoir insisté sur ce passage des méditations cartésiennes dans lequel Scherrer donc
est revenu, dont il a fait un point de départ, qui est celle de la question, à partir de l'intersubjectivité, qui est celle de l'objectivité. Et en ce sens, on voit bien, me semble-t-il, que la trajectoire de Scherrer fait partie aussi, je veux dire, de quelque chose qui existait dans la phénoménologie, qui existait ailleurs, qui était une espèce d'enjeu général. Comment sortir, au fond, de l'esprit hégélien, c'est-à-dire du fait que tout ce qui arrive dans le monde est en dernier ressort quelque chose que l'on peut, et toutes les objectivisations et extériorisations, je veux dire, de l'esprit hégélien, demeuraient toujours en dernier ressort des divisions internes à la conscience, je veux dire, ou la conscience de soi, de cette espèce d'esprit absolu. Ce qui fait qu'il y a eu cet enjeu, d'aller chercher de l'objectivité, je veux dire, de prendre au sérieux quelque chose qui s'est énoncé, par exemple, dans les thèses sur Feuerbach de Marx, en disant, voilà, arrêtons d'interpréter, je veux dire, c'est-à-dire de redécouvrir toujours les figures de l'esprit, quoi, je veux dire, et allons effectivement transformer, allons voir les objets, allons voir les expériences singulières, quoi. Et la difficulté qui s'est ouverte là, pour toujours continuer à ponctuer ce que tu dis, a été de savoir, bon, vers quel... Bon, qu'est-ce qu'on fait apparaître quand on veut effectivement aller vers ces objectivités singulières, je veux dire, qui ne se laissent pas dissoudre, je veux dire, dans la grande économie hegelienne. Bon, on sait que la figure du prolétaire, puisque tu as rappelé que la révolution a servi d'arrière-fond, je veux dire, le sujet transcendantal husserlien, je veux dire, a essayé lui aussi, je veux dire, d'être quelque chose qui faisait alternative à la conscience hegelienne. Bon, d'autres, le Dasein heideggerien, on sait bien, et ainsi de suite. Et alors il me semble que si on se dit qu'il y avait là un enjeu, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cette conscience, bon, sujet transcendantal, Dasein, je veux dire prolétaire, et toutes autres inventions, je crois qu'effectivement tu nous orientais vers cette idée que chez Scherrer c'est aussi devenu enfance, quoi. Je veux dire, enfance a été, et est, et ça donnerait, je pense, tout à fait du sens à cette évocation ultime donc, que tu fais de Valérie Larbaud et de la fait que ça s'achève à la mort, c'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, ça se clôt sur soi-même et enfance, je veux dire, est comme ça, quelque chose qui résiste dans son roc et qui fait que la philosophie se soucie effectivement de se mettre en rapport avec une sorte d'objectivité. Voilà, pour ponctuer quelque chose et commencer donc les premiers échanges que je propose que nous ayons à partir de là. Donc questions qui peuvent être posées à Jean-Paul et la parole peut... Alors, là on est obligé, je veux dire elle va circuler, quoi, hein, on ne peut pas faire autrement, les phalanges de petites paroles peuvent circuler dans la salle. Qui demande à dire quelque chose? Bien sûr. Juste, pour ne pas allonger, juste quelques mots pour remercier Jean-Paul Thomas, qui est un très grand ami, et que tu l'as rappelé, tu avais commencé tes diplômes et ta thèse peut-être, non pas sous ma direction, mais avec ma participation, puisqu'elle était dirigée, je crois, par Miguel Abensour, ou je ne sais pas ce que tu avais passé à ce moment-là, où il y avait une thèse qui était consacrée à précisément les problèmes de l'éros à travers Adorno, à travers Fourier, et c'est la raison pour laquelle moi-même, étant sacré, en quelque sorte spécialiste de Fourier, j'avais été sollicité pour participer à cette thèse très intéressante qui a fait l'objet d'une publication d'ailleurs. J'ai été très très sensible à ce que tu as dit et qui a même, je dois dire peut-être, éclairé ou systématisé quelque chose qui reste un peu décousu et peut-être pas transformé en système exact chez moi, c'est-à-dire le passage qui est aussi d'ailleurs biographique et épisodique de la phénoménologie husserlienne et à l'étude spéciale de Charles Fourier et à des problèmes de caractère un petit peu différents, plus concrets, comme celui de l'enfance par exemple. Il faudrait ajouter que peut-être l'aboutissement de ces recherches qui concernent ce qu'en gros je pourrais appeler les relations humaines ou la communauté humaine
se trouverait dans Zes Hospitalier, où j'ai rassemblé un petit peu l'ensemble, et d'ailleurs fait également une allusion assez rapide à la constitution de l'autre chez Husserl. Donc je reprends. Je n'ai jamais abandonné en quelque sorte la référence husserlienne. Je dirais, si ce n'était pas trop prétentieux, que j'ai traité la phénoménologie husserlienne, la phénoménologie transcendantale et de l'intersubjectivité exposée en particulier dans les méditations cartésiennes, un peu comme Descartes, excusez du peu, je ne me compare pas à Descartes d'ailleurs, traiterait la métaphysique, c'est-à-dire une fois que l'on a consacré quelques heures à la métaphysique et qu'on a réglé ce problème, autant ne pas plus y revenir et passer à des choses qui sont plus concrètes. C'est un petit peu, au fond, subjectivement tout au moins, ce qu'a été ma préoccupation, c'est-à-dire laisser de côté un peu les problèmes que j'appellerais, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, formels, mais enfin c'est pour les caractériser en un sens large, les problèmes formels et ontologiques de l'autre, de la constitution de l'autre, de la phénoménologie transcendantale, pour passer à des choses qui, à ce moment-là, va apparaître comme plus concret, plus illustratif, plus en relation avec les problèmes du quotidien, comme la pensée de Fourier. C'est un point. Le second point, ça serait peut-être la situation, la mise en contexte qui serait peut-être utile de faire, et je pense aux gens de ma génération, c'est-à-dire, et j'y intègre par exemple aussi Deleuze, dont il sera question tout à l'heure sans doute, et François Châtelet, c'est-à-dire nous étions pris dans un contexte philosophique qui était commun et qui caractérise peut-être les préoccupations d'une époque. Le premier, c'était celui de la mise en question de la philosophie elle-même, à quoi François Châtelet a été, lui, particulièrement sensible, appartenant d'ailleurs, ce qui était également mon appartenance, à ce que l'on pourrait appeler l'aile ou le côté marxiste. Cette mise en question de la philosophie ou de la métaphysique, Deleuze, à plusieurs reprises, a affirmé que ça n'avait jamais été sa préoccupation à lui. Mais c'était une préoccupation que l'on trouvait encore une fois chez Châtelet, chez Lucien Goldman, par exemple, avec lesquels que je fréquentais également beaucoup, et également ce qu'on a appelé, c'est le point aussi de contextualisation, le freudo-marxisme. C'est-à-dire ce freudo-marxisme qui se rencontre dans l'école de Francfort, qui se rencontre chez des gens qui n'appartiennent pas exactement à l'école de Francfort, comme Ernst Bloch par exemple, ou d'autres qui sont plus ou moins périphériques, et en France en particulier, était quelque chose qui mettait en relation des philosophies et des problèmes, des logiques qu'il fallait faire tenir ensemble sans qu'elles soient exactement compatibles, ni même que l'on puisse assurer exactement les points de jonction. Freud, Marx, donc par quoi se joignent-ils, de quelle façon les faire se rencontrer, des gens comme Marcuse, Horkheimer, comme on sait, bon, on tentait de le faire. Il y a d'autres points de vue que l'on peut adopter. Lucien Goldman, par exemple, que j'ai cité, en est un aussi. Et je veux dire que ces livres auxquels qui étaient l'objet de ma thèse sur la communication humaine se proposaient un peu d'apporter
sinon des solutions, tout au moins des perspectives un petit peu différentes. Je pense d'ailleurs même que de grands livres qui sont en rupture avec cela en apparence